4 mai 1945. Le pont de Tangaminda, détruit sur la rivière est là, le dernier chemin possible. Une diminution des gardiens en acier gémit sous le poids de milliers de soldats allemands qui traînaient sur les décombres de ce qui avait déjà été une œuvre d'ingénierie moderne. Cette structure, démolie par les propres forces de Wehrmacht le 12 avril, était maintenant devenue un passage dangereux mais vital, un couloir étroit de béton fissuré et de métal déformé, étiré comme un bras sur les eaux. La radio-interception de l'intelligence américaine a confirmé le mouvement, secteur de la 102e division d'infanterie. Unité Wehrmacht abandonnant toutes les positions. Une migration de masse vers les lignes américaines. Environ 100 000 militaires et civils ont tenté de s'échapper de l'ouest pour cette ruine de pont. Le capitaine William Patterson, du 405 TH Infanterie Régiment, a baissé ses jumelles et a observé la colonne humaine sans fin qui se serra par le passage détruit. Les Américains étaient arrivés à Elba 2 semaines plus tôt, consolidant leur position selon les accords de Yalta. Cependant, aucun stratège allié n'a prédit que ce tronçon dévasté de la rivière deviendrait le stade de la plus grande reddition volontaire de l'histoire occidentale. Ce qui a propulsé ces soldats n'était pas seulement une tactique militaire, mais un calcul brutal de la survie, la certitude statistique que, entre les mains des Soviétiques, la mort serait presque inévitable. Les rapports de renseignement qui ont inondé le siège social de la part ont révélé un scénario extraordinaire. Les forces allemandes n'étaient pas seulement en arrière, ils désertaient des positions défensives, détruisant leur propre équipement si cela perturbait l'évasion et face aux places de blocage SS, qui ont essayé de les empêcher à tout prix. La machine de guerre la plus disciplinée d'Europe friable dans une inondation humaine, tout avec une seule destination, les lignes américaines à l'ouest. Fin avril 1945, l'équation de survie était déjà claire. Les renseignements allemands avaient intercepté les communications soviétiques avec des projections terrifiantes. Pour 100 soldats de Wehrmacht capturés par l'armée rouge, moins de 40 ans rentreraient chez eux. Les nombres réels seraient encore plus dévastateurs. La situation stratégique était irréparable. 8 millions de civils allemands ont fui vers l'ouest de la Prusse orientale, de la Silésie et de la Poméranie. Derrière eux, le front biélorusse du maréchal Gueji Zhukov et le front ukrainien du maréchal Ivankov ont écrasé les dernières résistances organisées avec une supériorité écrasante, 20 divisions soviétiques pour chaque division allemande encore capable de combat. Alors que les boucliers blindés soviétiques ont avancé 30 km par jour, les colonnes de réfugiés pouvaient à peine couvrir 10 km les bons jours. Le résultat a été inévitable. Dans son dernier rapport stratégique, capturé après la reddition allemande, le maréchal de terrain Wilhelm Keitel avait laissé une directive soulignée, autant que possible les forces allemandes devraient atteindre les lignes alliées occidentales avant la fin du siège soviétique. Ce n'était pas le défaitisme, mais la reconnaissance d'une vérité indéniable, se rendre aux Américains signifiait une réelle chance de survivre. Être capturé par les Soviétiques, une condamnation à mort. Bien que les accords de Yalta aient déjà défini les zones d'occupation, les commandants allemands parient sur un détail crucial, les troupes américaines l'avaient cessé comme combinées avec leurs alliés. Si les unités allemandes pouvaient traverser cette rivière avant l'arrivée des Soviétiques à l'Est, ils seraient en garde à vue. Ce n'était plus une course pour la victoire ou la paix négociée, mais pour la possibilité fondamentale de survivre à la captivité. Du côté ouest de l'Elba, les Américains avaient un avantage logistique écrasant, essentiel pour traiter cet exode. Chaque division d'infanterie avait des bataillons de police militaire, des cuisines sur le terrain capables de nourrir 15 000 hommes par jour, des unités mobiles capables de CIR. Les stocks d'approvisionnement utergiques et colossaux, reflétant la puissance industrielle américaine. Le major James Morrison, un responsable des opérations de la 102e division, avait analysé la logistique de la reddition de masse après le sac Ruhr au milieu de l'avril, lorsque 325 000 Allemands se sont rendus. Leur calcul était révélateur, la transformation d'un millier de prisonniers nécessitait 3 tonnes de nourriture quotidienne, 5 000 gallons d'eau, le dépistage médical et la dysenterie, les stations de désinfestation et une paperasse de 12 formes par individu. La Convention de Genève a établi des quotas caloriques précis, 2800 calories pour les prisonniers au travail, 2000 pour les autres. Ce n'étaient pas seulement des chiffres, ils faisaient la différence entre l'ordre et le chaos dans le traitement d'une humanité désespérée. Les forces allemandes approchant de l'Elba ont représenté l'effondrement total de Wehrmacht. Les unités Waffen-WS Elite avaient toujours des réservoirs de tigres opérationnels et des systèmes de communication avancés. Les divisions régulières de l'armée avaient été réduites à la force du bataillon, ne portant que des armes personnelles. Volkssturm, 14 en hold et hommes de plus de 60 brceaux transportés et des fusils obsolètes de la Première Guerre. Derrière eux sont venus les services auxiliaires, TOD Organisation Bataillon, Luftwaffe SWAT Teams sans avion,
les marins de Kriegsmarine dont les ports avaient été détruits et les femmes auxiliaires, qui seraient confrontées à une horreur indescriptible si elles étaient capturées par les soviets. Le 25 avril 1945, American Intelligence a estimé 1,2 million de Allemands à l'est de Elba. Parmi ceux-ci, 300 000 étaient toujours dans des unités de combat organisées, 400 000 étaient du personnel de soutien, et 500 000, Wehrmacht et Volkssturm ont déjà épargné des soldats en fuite. Le facteur décisif était la vitesse. Les liens de lance mécanisés soviétiques ont avancé 50 km par jour. Les unités allemandes, à pied, ont à peine atteint 30 km dans des conditions idéales. La fenêtre de l'évasion a été mesurée en heures. Le premier panneau concret est survenu le 20 avril, lorsque le général Walter Wenck a reçu des ordres directs d'Hitler à attaquer Berlin avec sa 12e armée. Mais Wenck a pris une décision qui changerait le sort de centaines de milliers. Au lieu de gaspiller leurs troupes dans un vol inutile contre le siège soviétique de la capitale, il utiliserait son armée pour ouvrir un couloir d'évasion vers les lignes américaines. Dans son siège social près de Belitz, il a rassemblé ses commandants et était simple, la guerre est perdue. Notre devoir n'est plus de servir une idéologie morte mais aux soldats vivants et aux civils qui dépendent de nous. Nous attaquerons, mais vers l'ouest, pour assurer une voie vers les Américains. Ce n'était pas la lâcheté, mais l'humanité calculée. Son agent du renseignement, le colonel Günther Reichelm, avait compilé les données dévastatrices des territoires occupés par les soviétiques. Environ 300 000 civils seuls étaient décédés lors de l'avance de l'armée rouge, victimes de combats, d'exécutions sommaires et de violences de masse. Appliquées aux populations désormais acturées entre l'Elba et les forces soviétiques, ces proportions signifiaient des millions de morts potentiels. Jusqu'au 24 avril, American Advanced Post a rapporté des scènes surréalistes. Les véhicules allemands l'ont approché sans formation tactique, avec des phares éclairés, un signe désespéré de reddition. La course n'était plus pour le territoire ou l'honneur, mais pour la possibilité de survivre à la tempête qui approchait de l'Est. Les véhicules ont avancé avec des phares éclairés à la lumière du jour, ce qui remet en question les principes les plus élémentaires de la survie du combat. Des colonnes entières de Wehrmacht sont arrivées en formation de cérémonie, leurs officiers gardant leur posture stricte même dans la défaite. Ce n'étaient pas des hordes désorganisées, mais des unités cohésives qui, face au choix entre la bonne annihilation et la reddition, ont opté pour la vie. Le capitaine Robert Thornton, devant une compagnie de reconnaissance de la 2e division blindée américaine, a diffusé la radio au siège, les forces allemandes qui approchent. Ils n'attaquent pas. Ils affichent des drapeaux blancs et demandent des conditions de reddition. Ce qui a commencé comme un filet est devenu une inondation. Le 24 avril, la 9e armée américaine a poursuivi 3000 capitules volontaires. Le lendemain, 7000. Le 26 avril, le nombre a sauté à 15 000, ils n'étaient pas des prisonniers capturés au combat, mais des soldats qui avaient encore des munitions, des armes opérationnelles et la capacité de combattre, mais ont choisi de témoigner les armes. Le précédent était déjà établi des semaines plus tôt, dans le siège de Ruhr, lorsque le modèle de maréchal Walter a dissous le groupe d'armée B. Au lieu de se rendre officiellement, 325 000 Allemands se sont rendus aux Américains. Et ce qu'ils ont trouvé de l'autre côté se propage comme un feu à travers les lignes de communication de Wehrmacht. Les interceptions radio pour l'intelligence américaine ont révélé des dialogues révélateurs. Le 27 avril, le 3e commandant de Panzer a transmis « Les Américains remplissent la Convention de Genève à tous les points de collecte. Un traitement médical garanti, confirmait la distribution des aliments. » Ce dernier détail était décisif. Les troupes allemandes ont survécu à des semaines avec une chasse à la faim. L'impact psychologique a été immédiat et écrasant. Les unités qui avaient combattu avec le fanatisme depuis 6 ans ne pensaient plus qu'une seule chose, atteindre les lignes américaines. Le sergent Wilhelm Beck de la 21e division Panzer a été témoin plus tard. « Nous avons entendu que les Américains nourrissent les prisonniers, ont apporté une aide médicale, nous n'avons pas effectué les blessés. » Après des années de guerre totale, une telle humanité semblait un mythe. Mais c'était réel. Et nous avons couru vers elle. Cependant, la réalisation du salut a dû traverser un couloir de mort. Les SS bloquant les détachements, fidèles à la fin, avaient exprimé des ordres, tirés sur tout soldat qui a conservé sans autorisation. Des postes de contrôle ont été érigés sur toutes les routes qui ont conduit à l'ouest, où la police militaire a intercepté et exécuté des défaitistes. Pour SS, la reddition n'était pas la survie, c'était une trahison. Aucun épisode n'a davantage dirigé le coup humain de cette évasion désespérée que la bataille de Halb, entre le 24 avril et le 1er mai. La 9e armée du général Theodor Buss,
piégé dans le sud-est de Berlin avec 200 000 soldats et 40 000 civils, a reçu des ordres directs d'Hitler, avance sur Berlin et rejoindre les défenseurs de la capitale. Möbius, en collusion avec Wenck, a conçu une route d'évasion vers les lignes américaines. À 20 h le 25 avril, les derniers réservoirs du 11e corps de Panzer ont brûlé leurs réserves de carburant pour briser les lignes soviétiques près du village de Halb. Derrière eux, une procession dantesque a défilé, troupes de combat, unités médicales, personnel administratif, réfugiés civils, personnes à charge militaire, même des bandes régimentaires portant leurs instruments. Un serpent humain de 30 km, traînant sur la forêt de la folie, entre les marécages et les arbres torsadés. La réponse soviétique était implacable. Les batteries Katyusha ont transformé les colonnes compactes en zone de mort. Les avions Il-2 Sturmovik ont fait tout ce qui bougeait. Les Chart et E-34 ont écrasé les positions défensives et les hommes qui les ont occupées. La forêt est devenue un abattoir. Des corps empilés sur les rives des ruisseaux, où les mitrailleuses soviétiques avaient un champ sans feu. Blessés qui ne pouvaient pas accompagner le rythme ont été abandonnés là où ils sont tombés. Le colonel Hans von Luck, commandant des restes d'un régiment de Panzer, a décrit l'enfer, ce n'était plus une guerre. C'était un massacre. L'artillerie soviétique a fait chaque sentier dans la forêt dans un piège mortel. Nous sommes allés de l'avant parce que l'arrêt signifiait la mort. Les chiffres sont eux-mêmes, sur les 200 000 qui ont commencé l'évasion, seulement 40 000 ont atteint les lignes Wenck et enfin la capture américaine. Le cimetière Halb Forest abrite aujourd'hui 24 000 tombes, principalement marquées comme un soldat allemand inconnu. 60 000 autres. Ils ont été capturés par les soviétiques, peu survivraient à la captivité. Le reste a disparu, tués dans des escroqueries sans nom, noyés en essayant de traverser les rivières ou avalés par les entrailles de la forêt. Pendant ce temps, le général Wenck a orchestré l'une des opérations humanitaires les plus extraordinaires de la guerre. Désobéissant les ordres directs d'Hitler de marcher sur Berlin, il a ouvert un couloir de 40 km entre l'Elba et les forces allemandes à l'est. Ces 100 000 hommes, y compris les divisions d'élite Clausewitz et Scharhorst, ont gardé le passage ouvert sous la pression soviétique, tandis qu'une marée humaine coulait vers le salut. Le siège social de Wenck, installé dans une école près de Ferch, est devenu le cerveau de l'évacuation. Son équipe a travaillé sans repos, organisé les transports blessés, distribué les dernières rations de l'armée à des civils affamés, gardant le contact radio avec des unités allemandes qui luttent encore pour atteindre l'ouest. Le lieutenant Hansmann de la section des opérations de Wenck a enregistré l'ampleur du défi, nous estimons 500 000 civils dans notre secteur, ainsi que des fragments de 20 unités militaires différentes. Pas de nourriture alimentaire, pas de fourniture médicale, suffisamment de munitions à 48 heures de combat. Même si, nous devons résister jusqu'à ce que tout ce qui peut être sauvé à l'atteinte des lignes américaines. Wenck a personnellement visité les positions avancées, installant des soldats épuisés pour endurer quelques jours de plus. Pour leurs hommes, les hommes qui ont vécu des écoles de formation Volkssturm ou des anciens combattants de plus de 50 ans sont devenus une figure presque légendaire. Des officiers supérieurs ont disparu quotidiennement, fuyant l'ouest dans les voitures, se souvient un soldat. Mais Wenck est resté. Et parce qu'il est resté, nous sommes restés. Son génie tactique a été révélé dans la disposition défensive. Au lieu d'essayer de tenir une ligne continue, il a concentré les forces dans des points clés crossroads et des passages de rivières pour forcer les soviétiques pour lancer des attaques formelles au lieu de simplement chasser les fugitifs. Chaque heure, les victoires ont été une vie sauvée, bien qu'au prix des unités de défense décimées. L'épicentre de l'évacuation est devenu le pont détruit de Tangemu. Les ingénieurs de Wehrmacht avaient explosé la structure moderne le 12 avril pour ralentir l'avance américaine, mais ironiquement, leur décombre représentait désormais le seul passage à 50 km. Les ingénieurs militaires allemands et américains ont travaillé sur les côtés opposés pour renforcer les poutres torsadées, créant un passage précaire et en une seule ligne sur la rivière. Entre le 4 et le 7 mai, environ 100 000 personnes ont traversé ce pont cassé. Les colonels de Wehrmacht ont réglementé la circulation aux côtés des sergents américains. La police militaire allemande a maintenu l'ordonnance sur la rive orientale, tandis que de l'autre côté. D'un autre côté, les officiers américains ont contrôlé la marge occidentale. Les deux parties savaient que le chaos serait synonyme de catastrophe. Si le passage obstrué, des dizaines de milliers seraient piégés entre l'avancée implacable des troupes soviétiques et une rivière qui n'offrait plus d'échappement. Le lieutenant-colonel William Davis de la 102e division d'infanterie décrira alors que ce spectacle de coopération improbable avec des mots qui ressemblaient à un délire fiévreux, les officiers allemands nous ont accueillis avec continence. Nous avons rendu le geste.
ces ingénieurs ont demandé nos outils pour renforcer le pont. De ces tabiques en bois pourri. L'écoulement humain était incessant et déchirant. Un colonel de Wehrmacht est arrivé avec tout son personnel régimentaire, exigeant la reddition officielle du drapeau de combat de l'unité, comme si le protocole était toujours importé lorsque le monde s'est effondré. Un général SS est apparu dans un uniforme de gala impeccable, demandant une captivité honorable à ses hommes, comme si l'honneur pouvait être négocié entre les faisceaux tordus d'un pont. Condamné. Un capitaine de la marine allemande a conduit 200 marins qui n'avaient pas vu la mer depuis des mois, transformés en infanterie dernière à minute, ses visages brûlés par le pneu de secours, ses mains appelant à des fusils au lieu de câbles de navire. Des assistants, certains âgés de 17 ans, s'accrochaient aux bras des soldats américains, plaidant bas, ne nous renvoyez pas à l'Est. Mais ce sont les civils qui ont brisé le cœur. Les familles ont poussé les effets personnels sur des poussettes pour bébés et des fourgonnettes, leur visage d'un masque d'épuisement et de terreur. Des enfants séparés de leurs parents dans la confusion ont été transmis de main en main, comme des forfaits fragiles, sur des comprimés instables. Les personnes âgées qui pouvaient à peine marcher étaient chargées d'étrangers dont les noms ne le sauraient jamais. Les patients des hôpitaux, certains encore dans leur civière, ont été poussés par des équipes médicales qui ont refusé de les abandonner, même lorsque les roues des civières ont été piégées dans les fissures du pont. Le sergent-maître James Patterson, supervisant la marge occidentale, enregistrerait dans son journal « Ils sont venus en vague, l'aube la nuit, puis la nuit au clair de lune. » Les soldats toujours avec des armes qui empilaient comme du bois dans leurs bras. Des enfants qui devraient être à l'école mais portaient des uniformes de Volkstur. Run. Personne n'a résisté. Il ne devrait que l'atteindre. Le système américain, cependant, n'était pas préparé pour cela. Les conventions de Genève ont nécessité une documentation méticuleuse pour chaque prisonnier, identification appropriée, dépistage médical et abri. Le traitement d'un homme célibataire a pris 20 minutes. Au plus fort de l'exode, 20 000 par jour sont arrivés. Les procédures se sont effondrées sous le poids des chiffres. Le colonel Benjamin Thompson, chef d'état-major du 18e organisme aérotransporté, a pris une décision qui a sauvé des milliers et a condamné les bureaucrates à des nuits de cauchemar, oublier la paperasse. Nous mangeons. Nous désinfecter. La confusion, certains pour toujours. La crise médicale était écrasante. Les unités sanitaires de l'armée ont estimé que 30% des Allemands qui se sont rendus avaient besoin d'une attention immédiate. La malnutrition était universelle après des mois d'alimentation de la faim. Le typhus, répandu par les poux, a menacé de devenir une épidémie. La lutte contre les blessures, ignorée pendant des semaines, pourchit dans une chair vivante. Les unités chirurgicales conçues pour des dizaines ont assisté à des centaines par jour. Le capitaine David Miller, docteur du 330th Sanitary Battalion, a opéré 72 heures de suite sans sommeil. Ce n'étaient pas de nouvelles blessures, c'étaient des semaines d'infection, des os brisés que les hommes portaient comme d'habitude, brisant pendant des mois. Femmes auxiliaires souffrant de blessures de viol non traitées. Les enfants sont si mal nourris qu'ils ne pouvaient pas se lever. Même l'abondance américaine a été mise à l'épreuve. Une division d'infanterie a transporté des aliments à 15 000 hommes pendant 7 jours. Le 5 mai, ils ont nourri 60 000 prisonniers, sans parler des civils. Le convoi d'urgence n'arrêtait pas de venir de l'arrière. Les avions CE-47 ont lancé des fournitures pour les parachutes. Le Red Ball Express, qui avait fourni la course de Patton pour la France, a été réactivé pour nourrir les ennemis. Au siège de chef, le général Dwight Eisenhower a fait face à un dilemme moral sans issue. Les accords de Yalta étaient clairs, les forces allemandes devraient se rendre simultanément à tous les alliés. Accepter la reddition séparée aux Occidentaux tandis que le combat s'est poursuivi contre les Soviétiques a violé les pactes interactifs. Mais la catastrophe humanitaire y a été indéniable. Le 4 mai, l'amiral Karl Dönitz qui avait succédé à Hitler en tant que chef de l'amiral de l'État Hans-Georg von Friedeburg pour négocier avec le maréchal de Bernard Montgomery. La proposition a été brute, la reddition immédiate de toutes les forces allemandes du nord-ouest de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas uniquement vers les alliés occidentaux, permettant l'évacuation maximale de l'Est. Montgomery, à égalité par les accords, ne pouvait accepter que la reddition inconditionnelle à tous les alliés. Mais a également vu la dimension humaine. Dans leurs souvenirs, il écrivait, ils ne recherchaient pas seulement la capitulation militaire. Ils ont demandé le salut des représailles soviétiques. En tant que soldats, nous pourrions offrir une captivité honorable. Ce que les Russes offraient, seul Dieu sait.
La solution temporaire était un mal nécessaire. Les forces allemandes qui ont frappé les lignes américaines avant la remise officielle le 8 mai seraient traitées comme des prisonniers. Ceux qui sont arrivés plus tard seraient soumis à des accords de rapatriement avec les soviétiques. Cela a créé une date limite mortelle, traverser l'Elba avant minuit le 8 mai ou affronter la captivité soviétique. Le général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armée, témoignait plus tard, « Nous savions ce que nous faisions. Nous avons accepté la reddition que nous n'aurions pas. » Entre le 4 et le 8 mai, le monde a regardé les scènes d'une urgence surhumaine. Sachant que la reddition officielle était des unités allemandes imminentes abandonnaient toute apparition militaire. Les soldats ont jeté de l'équipement pour gagner de la vitesse. Les agents ont brûlé des documents au lieu de ralentir le retrait. Des divisions entières se sont désintégrées alors que les hommes prenaient des décisions individuelles, fuir vers l'ouest ou mourir en essayant. Le passage endommagé de Tanjminde a fonctionné sans s'arrêter. Même après que les troupes soviétiques ont atteint le champ d'artillerie, le 6 mai, le courant de réfugiés n'a pas cessé. Les officiers américains ont ordonné à leurs propres batteries de fournir des incendies contre débris en engageant les soviétiques pour protéger les Allemands qui sont venus se rendre. Ce fut l'un des moments de guerre les plus surréalistes, les Américains et les Allemands coopérant pendant qu'ils étaient toujours en guerre. À 2h41 du 7 mai, le général Alfred Jodl a signé la reddition inconditionnelle de l'Allemagne à Reims. Le cessez-le-feu entrerait en vigueur à 23h01 le 8 mai. Exact 45 heures restantes pour les forces allemandes pour atteindre les lignes américaines. Puis a commencé la plus grande course contre l'époque de l'histoire militaire. Ce qui a suivi n'était pas un retrait, ni une reddition, c'était une migration humaine sous le feu. Allied Intelligence a estimé que 250 000 soldats allemands étaient toujours à l'est d'Elba le 7 mai. En moins de 2 jours, 180 000 ont réussi à arriver. Les autres feraient face à une destination que les survivants n'oublieraient jamais. La dernière opération du général Wenck. Une cicatrice ouverte dans la mémoire collective d'une nation. Ce ne sont pas seulement des chiffres dans les rapports de guerre, c'étaient des parents qui ne sont jamais rentrés chez eux, des enfants qui ont grandi sans savoir si leur père était mort au combat ou pourri dans un goulag sibérien. La différence entre la remise aux Américains ou les Soviétiques n'était pas une question de stratégie, mais de pure survie. Et ce choix, fait au milieu du chaos des derniers jours, redéfinirait l'avenir d'une génération. Le général Wenck avait non seulement sauvé des soldats, avait conservé le dernier fil de l'humanité dans un système qu'il avait perdu depuis longtemps. Sa décision de désobéir aux ordres d'Hitler n'était pas un acte de trahison, mais le seul geste d'honneur possible lorsque la patrie elle-même était devenue une tombe. Alors que les chars soviétiques avançaient sur des positions abandonnées, les derniers hommes de la 12e armée ont traversé l'Elba non pas vaincus, mais comme les seuls à comprendre le poids de paix. Devoir à l'Avra. Ce n'était pas une évasion, c'était le refus de laisser la folie d'un régime traîner avec lui jusqu'à la dernière trace de décence. Et puis est venu le silence. Pas le silence de la paix, mais celui qui précède l'équilibre final, le moment où les survivants ont regardé en arrière et ont réalisé que certains avaient fait des choix qui les marqueraient pour toujours. Le lieutenant Hartmann, avec son Messerschmitt vidé de carburant, n'avait pas atterri dans un champ américain par hasard, c'était la seule voie qui ne se terminait pas dans un peloton de tir ou une mine d'uranium. Le commandant Brock, coulant son sous-marin à Elba, ne détruisait pas une machine de guerre, il brûlait le dernier pont en enfer. Et le médecin de Wehrmacht, tout en restant avec ses patients incurables, ne se conforma pas à un serment hippocratique, il a assumé le fardeau d'être le dernier témoin des hommes que le monde avait déjà oubliés. Dans les champs de Rinvrin-Midau, la réalité a été imposée sans filtre. Il n'y avait ni hiérarchie, ni idéologie ni illusion qu'un jour ces hommes seraient à nouveau soudés. Là, un général SS a partagé le même fil de pain dur avec un adolescent Hitler jugeant dont les mains tremblaient encore de peur. Les femmes auxiliaires, dont beaucoup traînaient en guerre par les circonstances et non par condamnation, ont été examinées avec suspicion, mais aussi avec dommage que les soviétiques ne montreraient jamais. Les Américains, aussi submergés qu'ils l'ont été, comprenaient une simple vérité, ceux qui s'y sont rendus n'étaient pas des ennemis, mais les victimes d'un système qui les avait consommés à leurs os. Et c'est dans ce trouble organisé que le véritable coup de la guerre s'est avéré être. Les chiffres, 100 000 hommes de la 12e armée sauvés, 250 000 civils arrachés aux griffes NKVD, 1 million de prisonniers dans des champs américains avec un taux de mortalité inférieur à 1%, ils n'ont pas raconté toute l'histoire. Ils n'ont pas parlé du garçon qui a parcouru 100 km, les pieds saignants, juste pour arriver presque à temps. Ils n'ont pas mentionné l'officier qui, lorsqu'il a été libéré en 1947, pesait 45 livres et n'a jamais pu regarder une miche de pain sans ressentir de nausée. Ils n'ont pas enregistré le silence des mères qui,
des décennies plus tard, attendaient toujours des lettres qui n'arriveraient jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté du rideau en fer, la machine soviétique a suivi son cours implacable. Les documents disqualifiés après 1991 n'étaient pas seulement des preuves, il s'agissait d'accusations. 1 million de morts non pas par des balles, mais pour la faim prévue, pour le travail des esclaves, pour un hiver qui ne pardonnait pas. Les prisonniers survivants l'ont fait sous forme d'ombre, réduite à des squelettes qui ont traîné les troncs dans les forêts sibériennes ou les tunnels creusés dans des masques sans masque. Les gardes ne les considéraient pas comme des humains, mais comme une émission de négociation pour la souffrance qui ne pourrait jamais être remboursée. Chaque organisme qui est tombé était une dette rémunérée, pas la justice, mais pour se venger. Et voici l'ironie la plus cruelle, alors que les Américains se débattaient si un adolescent d'Hitler jugeant devrait être traité comme un soldat ou comme un enfant, les Soviétiques n'ont fait aucune distinction. Pour eux, chaque Allemand était coupable, chaque uniforme était sanguin, toute vie était un trophée à extraire à la dernière goutte. Les femmes auxiliaires qui dans les champs américains ont reçu des couvertures et de la soupe étaient, dans les goulags, des proies de viols systématiques, leur corps s'est transformé en champ de bataille pour hommes qui avaient tout perdu mais la capacité d'infliger de la douleur. Les garçons d'Hitler jugeant, que les Américains ont tenté de se réhabiliter avec l'éducation et le travail, ont été sommairement réalisés par les Soviétiques, non pas parce qu'ils étaient des menaces, mais parce qu'ils étaient des symboles. Lorsque la poussière est tombée, ce qui restait n'était pas seulement une Europe divisée, mais une mémoire divisée. En Occident, les prisonniers allemands ont été progressivement réintégrés, certains en tant que citoyens, d'autres en tant qu'immigrants, beaucoup comme des hommes brisés mais vivants. À l'Est, ceux qui ont survécu sont revenus, s'ils revenaient. Comme des fantômes. Et tandis que le monde a célébré la fin de la guerre, une vérité gênante a persisté, la différence entre la vie et la mort, pour des millions de personnes, dépendait d'un choix fait en quelques secondes, entre se déplacer vers l'ouest ou se retirer à l'est. Ce choix écho pendant des décennies. Dans les familles qui ne se sont plus réunies. Chez des scientifiques qui, comme Werner von Braun, ont estimé que leur seule voie vers l'avenir était passée par les lignes américaines. Dans les villes de l'Est de l'Allemagne où, toujours dans les années 1960, la proportion était de 3 femmes pour chaque homme. Dans la méfiance qui empoisonnerait les relations entre les deux Allemagnes, où certains ont vu des traîtres et d'autres survivants. Parce qu'en fin de compte, la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été combattue avec des chars ou des avions. C'était une course contre le chronomètre, un pari désespéré où le prix n'était pas la victoire, mais la chance d'exister au-delà. Et pour ceux qui ont gagné ce pari, ceux qui ont traversé l'Elbe à temps, ceux qui se sont jetés dans les champs américains, ceux qui ont choisi la capture de l'annihilation, le véritable test ne se terminerait pas en 1945. Cela commencerait là, alors qu'ils devraient vivre avec le poids de savoir dans un monde où la mort était la règle, ils auraient, contre toutes les probabilités, survécu. Cette division n'était pas seulement géographique, c'était une blessure ouverte dans le tissu des familles qui, des décennies plus tard, mesuraient toujours leur vie avant et après ces jours de mai. Des frères séparés par une rivière, des pères qui n'ont jamais étreint les enfants, des mères qui ont attendu des lettres qui ne sont jamais arrivées. La chance cruelle de la guerre a décidé qui vivrait et qui disparaîtrait, une étape à gauche pour les lignes américaines, un pas droit vers les abîmes soviétiques. Ce n'était pas une stratégie, ce n'était pas du courage, c'était la roulette russe de l'histoire, où le tuyau a pointé le temple d'une nation entière tirée sur la base de laquelle l'armée vous a été capturée en premier. Lorsque le cessez-le-feu est entré en vigueur à 23h01 le 8 mai, les chiffres étaient déjà à la limite de l'incompréhensible. En seulement 3 dernières semaines de la guerre, les Américains ont poursuivi 1,5 million de prisonniers allemands, un exode si massif qui a même contesté la plus haute machine de guerre élevée au monde. La 102e division d'infanterie a reçu à elle seule la reddition de 313 000 hommes, plus que toute l'armée allemande qui a envahi la Pologne en 1939. Les rapports de l'armée américaine ont enregistré 423 000 prisonniers entre le 20 avril et le 8 mai. La première armée, 387 000. Et voici le détail qui a gelé la colonne vertébrale des stratèges, moins de 20 000 de ces hommes ont été capturés au combat. Les autres se sont rendus volontairement, brisant souvent leurs propres lignes, risquant de tirer à travers les camarades eux-mêmes, juste pour atteindre les drapeaux vedettes. Le général Omar Bradley, un homme de quelques mots et de nombreuses batailles, a résumé l'absurdité avec une phrase nette, « Nous nous préparons à la victoire, pas pour cela. » Parce que ce qui s'est passé n'était pas une reddition, c'était une dissolution. La même armée qui avait marqué l'Europe avec une discipline de la parole s'est effondrée en quelques jours, non par la défaite militaire, mais par la panique existentielle. Les hommes qui ont combattu comme des démons pendant 6 ans voulaient soudainement une chose, se réaliser avec les Américains.
Ils savaient ce qui les attendait de l'autre côté. Et les soldats alliés, beaucoup encore sentant dans les mains, se sont tournés devant un dilemme qu'aucun manuel de guerre ne prévoyait: comment traiter humainement ceux qui, jusqu'à hier, étaient leurs bourreaux? Les chiffres ne s'arrêtent pas là. Même après le cessez-le-feu, entre le 8 et le 31 mai, 874 000 autres Allemands ont réussi à échapper aux zones soviétiques, soit par des évasions audacieuses, soit dans la confusion bureaucratique des premiers jours de la paix, soit par la miséricorde silencieuse des officiers américains et britanniques qui, face à Vendeur, ont choisi de fermer les yeux pour les rendements et les protocoles. Chacun de ces hommes a porté une histoire que les données froides ne racontent pas. Cabot Friedrich Müller, Q. Et il s'est rendu à Tangaminda à 17 h le 5 mai, a noté dans son journal, premier jour sans crainte dans 6 ans. Les Américains nous ont donné du pain. Vraiment pain, pas de sûr. Un garde m'a offert une cigarette. J'ai pleuré. Après ce que nous avons fait, pourquoi nous traitent-ils comme des humains? L'infirmière Hildegard Schneider, qui a traversé l'Elba avec une unité d'hôpital portant 300 blessés, n'oublierait jamais le moment où les médecins américains exploitaient leurs patients, même les soldats SS, toute la nuit. L'un d'eux m'a dit, la guerre est terminée. Maintenant, nous ne sommes que des médecins, et vous n'êtes que des patients. Je ne pouvais pas croire qu'une telle miséricorde existait. Et puis il y avait Hans Bové, un soldat Wehrmacht de 17 ans qui avait appris à croire qu'ils se rang était déshonneur et que les Américains tortureraient les prisonniers. Au lieu de cela, il a reçu du chocolat, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans, et un médecin qui a traité sa blessure infectée. Un officier m'a demandé si je pouvais contacter ma mère, se souvient-il, des décennies plus tard, la voix tremblante. Ils ne m'ont pas traité comme un ennemi, mais en tant que garçon qui avait été contraint de se battre. Même Wilhelm Hartung, un ancien officier SS qui attendait la potence, a trouvé quelque chose de pire que la punition, la miséricorde. Je ne méritais pas la miséricorde. Mon unité a commis des actes horribles. Mais les Américains m'ont traité selon la loi, pas la vengeance. Cette bonté m'a chassé plus que toute punition. La justice qu'il a épargnée était également la justice qui l'a condamné à vivre avec le poids de ce qu'il avait fait, et ce qu'il ne méritait pas d'avoir reçu en retour. Mais aucune voix ne fait l'écho aussi fortement que celle du général Walter Wenck, l'homme qui a désobéi à l'ordre d'Hitler de sauver ce qu'il pouvait de ses troupes. En 1975, déjà âgé, il a regardé en arrière sans remords: mon obligation n'était pas avec une idéologie morte, mais avec des hommes vivants sous mon commandement. Chaque soldat que nous avons réussi à traverser l'Elba était une victoire. Chaque civil sauvé, un triomphe. Nous avons perdu la guerre, mais dans ces derniers jours, nous avons sauvé ce qui pouvait encore être sauvé, des vies humaines. Wenck n'a jamais regretté. Hitler nous a ordonné de nous sacrifier pour son délire. J'ai choisi plutôt de sauver mes hommes dans leur famille, à l'avenir de l'Allemagne. Entre l'honneur et l'humanité, j'ai choisi l'humanité. Ces actions ont sauvé environ 250 000 soldats et civils de la capture soviétique. À ce jour, les survivants et leurs descendants se réunissent tout le 8 mai pour honorer leur mémoire, le général qui a préféré la vie à la mort, la miséricorde sur l'idéologie. Ce qui s'est passé ces avril et mai 1945 n'était pas seulement une capitulation militaire. C'était un tremblement de terre humain, où les fractures de guerre ont exposé quelque chose de plus profond que la stratégie ou la politique, le pouvoir de la miséricorde au milieu de l'enfer. Les soldats allemands n'ont pas cessé de se battre lorsqu'ils ont reçu l'ordre, ils ont couru dans les bras de ceux qui ont représenté la survie. Le Wehrmacht discipliné de 1940 était devenu une foule désespérée en 1945, disposée à tout risquer pour échapper aux représailles soviétiques. Et pour les jeunes Américains qui, des semaines plus tôt, ont encore tourné avec ces mêmes hommes, l'expérience a été transformatrice. Soudain, ils n'étaient plus ennemis, ils étaient des sauveurs involontaires, des témoins de l'effondrement moral qu'aucune formation n'aurait pu prédire. L'historien militaire John Keegan a écrit plus tard, l'évasion massive des Allemands vers les lignes américaines en 1945 a été sans précédent. Jamais auparavant tant d'hommes, toujours capables de résister, n'avaient délibérément choisi une capture spécifique. Le dernier soldat allemand à traverser à Tangaminda était Heinrich Fischer, un Volkssturm de 63 ans, qui est arrivé aux lignes américaines à 22h47 le 8 mai à la 3e année avant le cessez-le-feu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi cela risque tout dans cette course contre Pau, votre réponse était simple, presque naïve: je voulais revoir mes petits-enfants. Il l'a eu. Des millions qui ne sont pas arrivés à l'heure, non. Peut-être que l'observation la plus cruelle, et plus humaine, est venue du soldat Joseph Martinez, qui a aidé à poursuivre les prisonniers: il ne nous abandonnait pas.
Parce qu'en fin de compte, la guerre n'a pas été résumée au drapeau ou aux frontières. Il a été réduit à un choix brutal, quel côté de la ligne vous seriez lorsque le monde a cessé de tirer. Et pour des millions d'Allemands en 1945, ce choix n'était pas une question de confort ou de commodité, il s'agissait d'exister ou de disparaître. Les statistiques sont implacables, 96,4% des personnes abandonnées aux alliés occidentaux ont survécu. Parmi les personnes capturées par les soviétiques, moins de 65% sont rentrés chez eux. Derrière ces chiffres, il y avait des visages, le jeune homme qui a pleuré en recevant une cigarette, l'infirmière qui a vu des médecins opérer ses ennemis, le vieil homme qui a couru contre le chronomètre pour embrasser ses petits-enfants une dernière fois. Mais au-delà des données, il y avait une vérité plus profonde, même sur la piste de la guerre cruelle de l'histoire, l'humanité pouvait, et devait, surmonter la vengeance. Les soldats américains, dont beaucoup encore en deuil pour des amis tués au combat, ont choisi de nourrir leurs ennemis, de guérir leurs blessés, de maintenir l'ordre face au chaos. Pas par stratégie, pas par ordre, parce que c'était la bonne chose à faire. Et c'est peut-être l'héritage le plus inquiétant de ces jours, la découverte que même dans l'abîme, la miséricorde est un choix. Un choix qui a sauvé des vies, des nations redéfinies, et que, des décennies plus tard, nous oblige toujours à regarder en arrière et à demander, s'il pouvait choisir l'humanité en enfer, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose aujourd'hui? Le pont détruit de Tangaminda n'est plus seulement une structure en bois et en acier sur l'Elba. Il est devenu un seuil sacré entre deux destinations, la vie qui a encore pulsé au-delà des marges occidentales et la mort lente qui attendait entre les mains de l'armée rouge. Ceux qui l'ont traversé avant le 8 mai 1945 portaient non seulement leur survie, mais la semence d'un avenir que personne n'avait osé imaginer des semaines auparavant. Ceux qui sont restés derrière ont rencontré le calcul du froid des goulags, lorsque la chance est médiée en années de faim, de travail forcé et de la lente suppression de la dignité, si la chance y existait. Voici l'ironie la plus cruelle de la guerre, Wehrmacht, qui avait marché dans l'Europe avec l'arrogance des seigneurs d'un Reich de la milléniale, revint maintenant à l'Ouest comme un tas de spectres affamés, échangeant les bottes des conquérants osseux et cutanés. Le mythe de la race supérieure s'est effondré en quelques jours, réduit aux hommes qui ont demandé des miettes de pain et tout endroit, n'importe où, loin des baïonnettes soviétiques. 12 ans de terreur se sont terminés avec leurs derniers défenseurs qui courent pour se rendre aux mêmes décadents et qu'ils avaient méprisés, les mêmes plutocrates dont les armées représentaient maintenant le seul espoir de ne pas pourrir dans les fossés ordinaires. Les historiens se débattent toujours si ce geste américain était un acte de noblesse ou une trahison des accords de Yalta. Après tout, chaque soldat allemand à épargner les griffes de Staline était un homme qui aurait techniquement dû payer le sang versé. Mais l'histoire n'est pas écrite uniquement avec des traités ou des échelles de justice, il est écrit avec des vies. Et les vies sauvées en mai 1945 ont fait écho pendant des décennies, façonnant le monde qui a émergé des cendres. L'Allemagne occidentale née de ces jours n'était pas seulement un miracle économique, c'était un miracle moral. Un pays qui, contre toutes les probabilités, est devenu allié à eux qui auraient pu le laisser à la merci de la vengeance. L'OTAN, la démocratie allemande, le mur qui est tombé sans coup, tout est enraciné à ce moment-là où les uniformes américains ont choisi de tendre la main au lieu de fermer leurs poings. Le dernier passage du Elba n'a pas seulement marqué la fin d'une guerre. C'était le plus grand jeu de l'histoire militaire, un pari désespéré que, au dernier instant, le vainqueur choisirait l'humanité au lieu du compte pour avoir raison. Pour ceux qui ont réussi à passer, le prix n'était ni or ni territoire, c'était l'air dans les poumons, la chance de reconstruire, de prouver que même une nation brûlée de haine pourrait renaître. Le pont n'a jamais été reconstruit. Mais son squelette pourri reste un hôtel silencieux de la vérité la plus inconfortable des guerres, la grandeur d'une victoire n'est pas mesurée par les corps que nous avons laissés, mais par ceux que nous avons apportés avec nous. Parce que, au fond, l'évasion allemande vers les lignes américaines n'était pas seulement un retrait tactique. C'était une migration entre les âges, du monde antique, où la guerre a tout dévoré, vers un nouveau où, même par un fil, la loi, la piété et la dignité humaine étaient encore précieux. Que des centaines de milliers de personnes risquaient tout pour atteindre ces drapeaux étoilés n'était pas un accident de stratégie. Il était un verdict de l'âme humaine, la preuve que même après Auschwitz et Stalingrad, même après Dresde et Holocauste, quelque chose en nous a toujours répondu à la miséricorde en tant que phare dans la tempête. L'histoire revient au point de départ, un pont cassé sur l'Elba, où les ennemis jurés sont devenus des prisonniers reconnaissants, où les jeunes de l'Iowa et de l'Ohio ont vu, sans avertissement, dans le rôle des épargnants des hommes qui, des semaines plus tôt, les auraient jetés sans hésitation. Là, le simple fait d'accepter une reddition est devenu quelque chose de beaucoup plus grand, un serment tacite que, même dans l'abîme, nous choisissons d'être humains. C'est l'héritage indélébile de ces jours de 1945.
La preuve que, dans la gueule de bois de la guerre totale, la frontière entre la miséricorde et la vengeance ne sépare pas uniquement les destinations individuelles, trace le cours des nations, le poids de l'histoire et, surtout, la réponse à la question qui ne nous cesse jamais, quel genre de monde voulons-nous construire avec les ruines de la question ?